Voilà, voilà. Bon. Alors, storyboarder parmi les plus reconnus de sa génération, Éric Gondois s'est formé aux arts appliqués à l'ENSAMA, c'est une école d'arts appliqués, Oui. puis au cinéma d'animation au Gobelin. Il fait ses premières armes à travers plusieurs stages, notamment chez Ellipse Animation et à Disney Montreuil. Donc tu as côtoyé beaucoup de nos professeurs. Certainement, peut-être. Tu as croisé Daniel, au fait, tout à l'heure? Oui. Mais je le connaissais pas en fait. C'est que j'étais très timide à l'époque. Très timide, c'est ça. J'ai fait un petit stage, mais qui a marqué ma vie aussi. Et j'ai surtout observé. J'ai vu Glenn Keane travailler, mais je parlais très mal anglais. Du coup, j'étais une petite souris, mais j'ai pas parlé à beaucoup de gens. Avant de travailler dans la publicité et le court-métrage, il entre ensuite dans le long-métrage et réalise le storyboard du film Les Dalton, réalisé par Philippe Haïm. C'est ça, comme ça qu'on prononce. Il a aussi travaillé régulièrement avec EuropaCorp et Luc Besson sur Jack et la mécanique du cœur, Lucie ou encore Valérian et la cité des 1000 planètes. Aujourd'hui, Éric figure parmi les storyboarders français les plus prolifiques. Il paraît. C'est toi qui as dit ça? Non, c'est Internet encore. Mais c'est vrai. Avec plus de 90 films et séries à son actif. L'idée de cette conférence est donc d'échanger avec lui sur ses années de travail, les coulisses de la fabrication d'un film et plus largement sur le métier de storyboarder. Un métier souvent discret, mais absolument central dans la mise en scène et la narration visuelle. Donc, pour te présenter en fait et surtout dire à nos étudiants l'importance de mettre en image un scénario, parce que je pense que c'est l'objectif principal d'un storyboard, et les compétences qu'il faut avoir peut-être pour avoir tout ça. Donc je te laisse la parole et puis on va faire une discussion entre nous. C'est bon pour les images, les amis? On a même un assistant extraordinaire. Je vous demande d'applaudir Ersan et de remercier Raphaël pour toute l'aide. C'est quoi un storyboarder en fait? Alors, un storyboarder, c'est quoi? Un storyboarder, c'est quelqu'un qui va mettre sur papier la vision, la mise en scène d'un projet, d'un film, la vision d'un réalisateur, et essayer de créer un document qui va être le plus lisible par tous. C'est-à-dire que quand on lit un scénario, tout le monde peut, ou un livre, tout le monde peut se faire son idée et créer dans sa tête, chacun peut avoir sa propre vision. Quand on fait un storyboard, on essaie de resserrer, de créer un document qui sera lisible par tous, et de la manière la plus simple, la plus lisible possible, et de manière, en fonction du projet, le plus rapidement possible aussi, parce qu'on est toujours dans un défi du temps. Et du coup, l'intérêt, c'est aussi d'aller assez vite et de proposer des idées, respecter la vision du réalisateur le plus précisément possible. Mais il y a toujours des non-dits, donc c'est là où on peut aussi trouver un peu son intérêt. Et chaque travail avec chaque réalisateur, c'est une aventure très différente. Et c'est du cas par cas. Donc la manière de travailler avec n'importe quel réalisateur sera complètement différente à chaque fois. Et pour toi, la valeur ajoutée du storyboarder ou du storyboard dans la fabrication d'un film, c'est quoi? C'est le dessin, la compréhension, la vitesse d'exécution, la compréhension de la narration, de la mise en scène, de l'aspect un peu technique aussi. Savoir aussi si on peut donner de l'émotion, faire ressentir des choses grâce au dessin. Ça peut être de l'impression de mouvement, des gags, de l'action, de la peur. Si on peut déjà amener un peu ça au storyboard, c'est déjà gagné. Et c'est à quel moment dans la chaîne de fabrication d'un film qu'intervient le storyboarder? À quel moment c'est peut-être différent à chaque projet, mais et puis combien de temps aussi sur la production? C'est intéressant. Alors ça, c'est du cas par cas. Voilà. Ça peut... Par exemple, sur Valérian, tu es intervenu à quel moment? Sur Valérian, c'était un projet un peu riche de mon niveau, puisque je suis intervenu assez longtemps à l'avance, 1 an avant le tournage, donc c'est très très rare dans la production française.
Et du coup, ça a laissé pas mal de temps pour pouvoir faire le storyboard. La chance que j'ai eue sur ce film-là, c'est que sur une production américaine, on aurait été 3, 4, voire 5, 6 storyboarders. Et là, j'étais tout seul pour faire tout le film. Donc ça, c'était plutôt une chance. Main dans la main avec Luc Besson, en fait, ou Ouais. comment ça se passait? Donc c'était pendant l'année d'avant le film. Oui, Donc, tu travaillais l'année d'avant, avant le tournage. avant le tournage, voilà. Et du coup, oui, on travaillait ensemble. Il me faisait des petits dessins. Et puis, il dessine, Luc Besson? oui, C'est il une dessine. news, ça. Enfin, c'est des petits constats à l'amiable, mais c'est toujours très suffisant et très pratique pour commencer. D'accord. C'est déjà une étape de recherche et de petits croquis qui sont très très utiles et souvent beaucoup plus rapides à comprendre que des mots. Alors sur Valérian, là on parle d'un film à effets spéciaux, et avec du live action, donc avec des vrais acteurs et tout ça. Mais justement sur les Dalton, à quel moment t'interviens? Sur les Dalton, alors Dalton c'est une histoire, c'est mon premier long métrage, donc oui, mais c'est intéressant justement de faire le grand écart. Je travaillais beaucoup en publicité où je faisais des refs d'affiches de films, de packaging de jeux vidéo, et un jour je faisais aussi du storyboard de court-métrage pour des potes. J'avais déjà cette envie, j'avais là une passion pour le cinéma et pour le dessin. Du coup, j'ai trouvé ce métier qui liait un peu les deux, donc ce qui était pratique. Et j'ai commencé à faire des courts-métrages, à faire un peu de pub. Et un jour, un directeur artistique me donne l'opportunité de rencontrer un réalisateur qui travaillait sur un projet de western. Donc, je savais déjà qu'il y avait 2 projets à ce moment-là. Il y avait Blueberry, il y avait les Dalton. Donc, c'était les Dalton. Et, ce qui était une super expérience. Et j'ai rencontré le réalisateur, je lui ai montré mon travail. Et il m'a donné mon feu vert. Dès que le film se ferait, je pourrais travailler dessus. Il m'a rappelé 1 an plus tard. Et du coup, sur les Dalton, on était 2 storyboarders. Et on s'est partagé un peu tout le film. On a storyboardé tout le film. Et c'était un film avec, malgré tout, beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de personnages, une identité connue de la bande dessinée, donc un aspect visuel déjà très fort avec l'idée de respecter l'univers de Maurice et Goscinny, avec des problématiques aussi qui se sont créées avec la production, parce que c'était un film... J'ai appris beaucoup de choses sur ce film, parce que c'est vraiment mon premier pas dans le cinéma, donc j'ai appris les coulisses du cinéma, de la production, du fait que par exemple on avait un acteur qui devait jouer Lucky Luke, qui n'était pas forcément le choix du réalisateur, qui s'était battu pour avoir à l'époque Jean Dujardin, mais qui n'était pas connu, qui n'était pas bankable. Et du coup il s'est retrouvé avec un acteur allemand qui parlait pas très bien français. Et du coup, par exemple, au storyboard, dès le départ, on a essayé de mettre en scène Lucky Luke de manière à le faire le moins parler possible. Et du coup, voilà, dès le départ, il y a un travail de mise en scène qui était assez important pour trouver des idées. Mais tout le film a été storyboardé. On a proposé plein d'idées. Le film n'a pas été au bout de la mise en scène qu'on aurait aimé souhaiter, mais voilà. Tu l'as storyboardé dans sa globalité? Oui, à 2, on l'a storyboardé de A à Z. Ouais. Et Valérian, dans sa globalité, ou Valérian, que certaines scènes? 90%, sauf les chants contre chants ou les séquences où le réalisateur savait qu'il n'y aurait pas du tout d'effets spéciaux, ce qui était quelques plans. Et après, il y a eu forcément c'est un storyboard qui n'est pas un storyboard c'est un storyboard de prise de vue réelle. Et la différence souvent avec l'animation, c'est que on a souvent moins de temps et aussi on n'a pas moins de besoin d'être précis sur un plan. Je ne vais pas faire toutes les poses clés d'animation, de choses comme ça, puisque on va avoir des acteurs qui vont jouer les personnages. Et du coup, moi, je suis plus dans l'intention de la mise en scène, du découpage, mais je rentre moins dans le plan qu'on pourrait le faire sur un film d'animation, par exemple. Et alors, j'avais une question qui me trotte dans la tête depuis très longtemps et qui n'est pas sur mon papier, donc là c'est du live direct, mais le storyboard, en fait, le réalisateur, il se le garde pour lui sur le tournage ou il partage avec toute son équipe? Pareil, c'est du cas par cas, c'est-à-dire que tu as des réalisateurs qui vont garder ça pour soi et le montrer à personne, qui vont le montrer qu'à certains chefs de poste, au chef opérateur, au chef décorateur. Parfois, il ne le montre pas aux acteurs parce qu'il veut pas les influencer. Et puis, il y a ceux qui distribuent à tout le monde et on les a imprimés sur les feuilles de service. Ils sont imprimés quand on arrive sur le tournage. À la journée même, on redécoupe les storyboards et comme ça permet de rayer les plans qu'on tourne dans la journée. Donc, c'est un truc qui est motivant et qui est lié au métier de storyboard, puisque storyboard, au départ, c'est story sur un tableau. Ouais. Et du coup, d'avoir son storyboard sur un tableau, sur un mur aussi, c'est toujours... On est d'accord que c'est Walt Disney qui invente aussi le fait de le faire terme, en tout cas, oui. le terme. Ouais. Ok, d'accord.
Et du coup, une journée type d'un storyboarder, ça ressemble à quoi en fait? Alors il y a 2 journées types. Il y a la première journée type où c'est la rencontre avec le réalisateur, qui va, en fonction de la manière dont travaille le réalisateur, me parler de la séquence ou des séquences à découper, savoir la manière dont il souhaite que j'intervienne sur le projet, soit il sait exactement, plan par plan, ce qu'il veut, soit il va me laisser un peu plus de liberté sur certaines scènes, soit c'est un peu un mix des deux, il sait exactement ce qu'il veut, mais il me laisse l'opportunité de rajouter des idées. Et après, je rentre chez moi. Alors, certains réalisateurs me demandent au départ ah, ça serait bien qu'on dessine ensemble, tu dessines devant moi. Et ça, c'est souvent un truc, je lui dis non, déjà, moi, je fais pas ça. J'aime pas ça. Et surtout, ils n'ont jamais le temps. Donc, au final, c'est un piège pour eux-mêmes. Et du coup, moi, je rentre chez moi, puis je me mets sur ma table à dessin et je commence à faire des petits croquis. Et souvent, quand je vois le réalisateur aussi, je prends beaucoup de notes. Je fais peu de croquis, mais j'absorbe tous ces mots, en fait. C'est-à-dire que quand on me raconte quelque chose, c'est les mots qui m'intéressent plus que déjà de commencer à faire le storyboard, même si on va faire des petits croquis ou des petites vues d'ensemble ou des petits schémas. Voilà. Des vues en plan. Des vues en plan, par exemple, des constats à l'amiable. Des constats à l'amiable, c'est ça. Voilà. Alors, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours depuis l'école, les écoles que tu as fait, les arts appliqués, les Gobelins, voilà. Et puis, qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser dans le storyboard plutôt que l'illustration ou l'animation? Voilà. Alors, j'ai commencé... C'est 2 questions en une, mais... Ouais, bon, déjà, je dessine depuis que je suis tout petit. Puis ce que je dis, c'est qu'il y a un moment, tous les enfants dessinent, et à un moment, il y en a qui arrêtent de dessiner. Et les parents oublient de racheter des feuilles et des crayons, et tout ça. Et c'est ça le drame. Voilà. Et il y a des enfants qui continuent à dessiner. Moi, je faisais partie de ceux qui continuaient à dessiner. Alors, donc, dès le départ, je savais que je voulais faire du dessin. J'aimais beaucoup le cinéma. Donc j'ai commencé à faire des études, un bac art appliqué. Alors, je ne sais plus du tout quel nom ça a aujourd'hui, mais bon, c'était des études d'art appliqué où on touchait un peu à tous les métiers, la mode, le design, la photo, le cinéma un petit peu. Ensuite, au sorti du bac, j'ai passé le concours des Gobelins que j'ai raté une première fois. Du coup, je me suis dirigé vers un BTS de design esthétique industriel à Olivier de Serres. Donc j'avais passé un concours aussi, mais les Gobelins avaient déjà le cinéma d'animation en tout cas avait déjà ma préférence. À la sortie du BTS, j'ai repassé le concours des Gobelins que j'ai eu. J'étais premier sur liste d'attente, donc j'ai eu de la chance. Quelqu'un s'est désisté. Pendant mes études d'art appliqué, j'avais fait une expo, je ne sais plus si c'est le Palais de Tokyo, où il y avait une expo sur le storyboard. Et j'ai découvert des storyboards originaux. Il y avait des storyboards de L'Amant, de Maxime Rébière. Il y avait quelques Star Wars. Et ça m'avait marqué. J'avais déjà vu des storyboards des Art of du Retour de Jedi, que j'avais acheté au puces, des choses comme ça. Mais je me rappelle que cette expo m'avait marqué. C'était où l'expo en fait? Je crois que c'est le Palais de Tokyo ou la Maison du Japon. Je ne sais plus exactement. On a un des responsables de la Maison du Japon ici qui pourra nous donner peut-être l'histoire qui est juste devant, mais soit c'est loin de l'un des deux. Je me rappelle de ce qu'il y avait, mais plus du lieu exactement. Il y a un petit livre qui existe sur cette expo. C'est bien pour ça que je posais la question, voilà. c'est pour aller chercher le bouquin. Il existe, je dois l'avoir quelque part. Et du coup, ça m'avait marqué. Voilà, moi, je vais me répéter, mais je me suis rapidement dirigé vers. Quand j'ai fait mes études au Gobelin, je savais que j'étais pas un très bon animateur. Que je n'étais pas capable d'avoir le niveau sur 25... Alors on faisait de l'anime traditionnel, donc avoir 25 fois le même niveau en dessin c'était trop laborieux pour moi, et je savais que j'avais envie d'aller vite et d'aller dans la mise en scène. L'avantage du storyboard, c'est que c'est un métier qui mélange plein d'autres métiers, et on est un peu acteur, on est un peu caméraman, on est un peu chef déco, on est un peu... Et c'est ce qui me plaît, c'est dans ma tête en tout cas, c'est de pouvoir toucher à tous les métiers. On peut être prop master, c'est vrai qu'on peut trouver un petit accessoire dans le fond rajouter un petit détail, et le prop master sur le tournage va peut-être voir l'idée et s'en inspirer après. Donc c'est ce qui m'intéresse dans le storyboard, c'est de pouvoir être un peu partout et en même temps sans avoir aucune pression, et ne pas avoir la pression de la mise en scène au final qui est celle du réalisateur, puisque la pression d'un tournage c'est pas du tout la même. Moi je suis tranquille, et en plus j'arrive dans un moment créatif qui est souvent un moment où le réalisateur est lui aussi dans un moment de création, donc souvent c'est un moment de bien-être et de pure création, où il n'y a pas de problème encore de production ni d'argent. Ça arrive assez rapidement après, mais ce moment-là il est... Voilà.
En fait, je pense qu'au-delà même de ta qualité de dessin, de ton savoir-faire du dessin, de poser une perspective, d'en choisir et d'en tirer une focale sur cette perspective, donc c'est une grande culture cinématographique certainement qu'il faut avoir, donc une curiosité à analyser du film. Comment tu t'y es pris pour ça, tout ça? C'est pas forcément l'école qui te l'a appris, ça? Non, c'est assez instinctif. C'est que j'ai beaucoup regardé de films. Voilà. Je me suis fait beaucoup de projections, de films de genre, un peu tous les cinémas, parce que j'aime tous les cinémas. Et des fois, se forcer à regarder des films qu'on n'a pas forcément au départ envie de voir. Et puis, ça peut être des déclics quand on les voit. Je pense à des films j'ai vu Docteur Zhivago dans les meilleurs films. Mais du coup, ce qui est intéressant aussi dans ce métier-là, et dans mon métier, alors je fais beaucoup de prises de vue réelles, c'est au départ par choix, puis je reviens vers l'animation, parce que j'aime ça aussi, mais c'est beaucoup plus rare, parce qu'en plus, j'ai choisi de garder, alors je ne sais pas encore jusqu'à quand, mais c'est-à-dire que je dessine encore mes storyboards au crayon sur papier. J'ai refusé tous les travaux qui me demandaient de faire ça sur tablette. Aujourd'hui, tu es encore sur du papier et du crayon. Oui. C'est le prof idéal. Je suis peut-être le dernier. Mais... Non, faut continuer. On a aussi un éminent storyboarder parmi nous qui enseigne à l'école, Christophe Villez, et qui continue à le faire à la main. Mais il a glissé un peu sur la tablette graphique, c'est ça le drame, quoi. Alors, moi, je suis dans une énergie qui fait que le cinéma de prise de vue réelle demande une réaction très rapide, et souvent on peut m'appeler sur un film et le tournage se passe dans une semaine et je vais avoir 2 jours pour faire la séquence demandée. Et du coup, le fait que je sois sur crayon, j'ai pas une chaîne derrière qui m'oblige à utiliser un logiciel de série, ou je pense à Toon Boom ou Harmony, voilà. Mais du coup, c'est mon petit luxe, c'est de pouvoir dire non et de pouvoir continuer à travailler sur papier. Voilà. C'est surtout une partie égoïste, et j'ai pas envie de passer ma journée sur l'ordinateur. Voilà, on est d'accord. Premier film, grand projet, ton premier long métrage en tant que storyboarder a été Les Dalton, on en a un peu parlé tout à l'heure, réalisé par Philippe Haïm. Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette première expérience? Qu'est-ce que tu retiens vraiment de cette première expérience? Beaucoup de choses. Alors, sur ce film, c'était ma première expérience de cinéma. Du coup, j'ai demandé à la production de pouvoir aller sur le tournage. Donc, dès qu'un film me marque un peu ou je m'investis beaucoup, j'essaye de suivre le processus du film jusqu'à la fin. Et sur ce film-là, je suis allé sur le tournage une semaine à Cologne. J'avais demandé à ce que la production nous offre cette semaine. Et par contre, après, je suis parti 1 mois et demi, 2 mois sur le tournage à Almeria. Et là, c'était pratiquement, avec l'autre storyboarder, Michel Doré, c'était à nos frais. Et c'était pour justement apprendre le tournage. Et t'imprégner du tournage. Voilà, du coup, on a fait un peu de making-of. On a fait un peu de storyboard sur le plateau parce qu'il y a une journée où il y a un décor qui a pris feu, ce qui n'était pas du tout prévu. Et du coup, le réalisateur nous a demandé de restoryboarder une petite séquence dans un autre lieu. Voilà, c'est assez rare, mais bon, ça peut arriver. Et du coup, on a profité du tournage. J'ai même fait une petite apparition dans le film. Donc, pour moi, c'est un film. Voilà, le film est ce qu'il est, mais c'est une très belle expérience pour moi. Et voilà. Tu as ensuite travaillé avec Luc Besson sur plusieurs projets, notamment Lucie, Valérian et La Cité des Mille Planètes. En quoi ces films a une ambition presque hollywoodienne, en fait, c'est même hollywoodienne, on va dire, représente-t-il des défis particuliers pour un storyboarder? Alors, on va commencer par Lucie. Lucie, quand on m'appelle pour... alors, j'avais fait quelques productions pour Europa, mais quand on m'appelle pour Lucie... je savais qu'il avait acheté les droits de Valérian, et du coup quand j'apprends que j'ai ce rendez-vous et qu'on me dit que ça va être un gros film de science-fiction, je rachète tous les Valérian, je repotasse et tout, je vais au rendez-vous, puis c'est pas pour Valérian, c'est pour un autre film qui s'appelle Lucie. Et du coup la première scène qu'on attaque, c'est la fin du film, et c'est un plan séquence de 2-3 minutes où je sais pas si vous avez vu le film, mais qui a vu le film là, peut-être? Ben voilà, c'est déjà pas mal. Ça reste un des plus gros succès du cinéma français au monde. Donc voilà, on ne le sait pas, mais qu'on aime ou pas le film, hein, c'est un fait. Et du coup, le premier plan que je dois faire, c'est un plan séquence qui part de Lucie, qui est attachée sur un fauteuil à la Sorbonne, qui se déplace dans le temps, d'abord qui se déplace physiquement de la Sorbonne jusqu'à New York. Le temps s'arrête.
On remonte New York dans le temps, dans le passé, jusqu'aux Indiens, jusqu'aux dinosaures, jusqu'au trou noir. On remonte même à l'intérieur. Voilà. Et du coup, moi, je prenais des notes, et j'avais une petite goutte de sueur parce que je me disais, mais comment je vais faire ça, moi? Parce que j'avais pas de documents précis, j'avais des références de lieux. Et du coup, là, il fallait vraiment tout inventer. J'avais pas de concept art, donc fallait y aller, et ça passe ou ça casse. En fait, en l'écrivant, je me disais, mais il va falloir que je fasse mes preuves, quoi. Ouais. J'ai une question en parallèle, c'est que on a dans la salle aussi une personne que vous avez vue ce matin qui s'appelle Bastien Chauvet et qui est intervenu sur Valérian. Et est-ce que les storyboards sont arrivés jusqu'aux gens des effets spéciaux sur Valérian ? Oui, non, évidemment, les storyboards sont arrivés jusqu'aux équipes des trucages, et notamment parce qu'il y a des très grosses séquences qui ont été réparties dans, à minima, déjà 3 très gros studios, qui étaient Rodeo, ILM et Weta. Et ensuite, il y a Maguff et Micros, entre autres, qui ont pris des plus petites séquences. Et la branche VFX de Digital, dans laquelle je bossais, enfin d'Europa, dans laquelle je bossais, qui en a pris également. Et donc tout le monde a eu les boards. Après, nous, à l'équipe directement d'Europa, on s'en est pas servi directement parce que c'était pas sur ce type de séquence où il y avait des très très gros environnements à refaire, etc. On était sur des choses d'accompagnement de l'effet et du tournage plutôt que les séquences. Mais évidemment, oui, parce qu'après tout a été prévisualisé, etc. Donc tout est reparti de là. Ouais. Donc, le passage, ça c'était une de mes questions aussi, d'un gros questionnement, est-ce que les storyboarders vont arriver à un moment, au-delà d'alimenter le réalisateur et les gens qui font les effets spéciaux, tout ça, est-ce qu'ils vont alimenter aussi les gens de la prévise, en fait ? Alors, ça peut dépendre. Alors, en ce moment, je suis plus sur des moments où des séquences vont être storyboardées et des séquences vont être prévisualisées. D'accord. Alors je pense que les deux marchent. Oui, moi je peux faire des storyboards assez rapides pour qu'après ils soient sur Lucie. Par exemple, on a fait une séquence de poursuite à l'époque où on pouvait conduire sur rue de Rivoli. Donc c'était une séquence en sens inverse. Et là, les storyboards ont servi après. Fini, on peut plus. Non, on peut plus. Ça aurait moins. Enfin, maintenant, c'est sur les écrans LED de l'école Méliès qu'on peut faire ça. Mais ça change rien. L'intérêt de le faire en live, ça amène aussi un petit truc. Tout à fait. De plus. Ouais. Avec les belles cascades que Besson nous fait. C'est le Bal perdu, où toutes les cascades sont faites en live. Et je pense que si on les avait truquées, on aurait été moins impressionnant. Parce qu'on se serait dit, non, c'est pas possible de faire aussi fou. D'accord. Ouais, bah oui. Alors justement, on a aussi un grand prévis artiste parmi nous, Ersan Musa. Vous savez, cette transition, c'est quand même un truc de fou. Qui a travaillé entre autres sur les animaux fantastiques en prévis artiste. Justement, toi, t'as eu déjà des storyboards en main On a travaillé ensemble avec Eric, du coup. Voilà. Indirectement, sur Emilia Pérez. Sur Emilia Pérez. On ne s'est pas croisés. Vous n'êtes pas croisés. Mais donc, tu as eu les storyboards en main d'Eric et tu as travaillé pour... Je les ai vus après, oui. Tu les as vus après ? Oh, putain, je voyais ces storyboards circuler, en fait, et du coup, voilà. D'accord. Moi, la séquence que j'ai faite, du coup, j'avais pas le storyboard, mais du coup, il avait storyboardé aussi des séquences qui étaient faites avant. D'accord. Ok. Donc il y a un vrai discours, un vrai dialogue. Sur Emilia Pérez, je sais vraiment pas comment ont été. Je sais que moi j'ai fait les storyboards et j'ai assisté à une conférence avec Cédric Fayolle où il disait même qu'il n'y avait pas eu de storyboard avant. Du coup, je sais pas à quel moment Jacques Audiard a perdu les storyboards. Et pourtant, au final, les séquences sur lesquelles j'ai travaillé ressemblent. Donc là, en l'occurrence, c'était plutôt du coup pour aider le réalisateur dans sa propre démarche, plutôt que de le filer en fait aux différentes personnes de l'équipe, parce qu'on le voit, le prévis artiste les a pas eu. Ou peut-être que le réalisateur lui a passé des infos, voilà. Ouais. Bah après oui, là c'était vraiment sur l'exercice sur Emilia Pérez, c'était de proposer une mise en scène, de libérer un peu son esprit. Il avait du mal à visualiser. Jacques Audiard avait du mal à visualiser certaines séquences, et il voulait que je lui propose des choses. Et on a retravaillé ensemble le montage, mais c'était vraiment de la proposition. De mise en scène complète. Alors, quand tu dessines un storyboard, est-ce que tu penses d'abord en termes de caméra, en termes de montage ou en termes d'émotion ? C'est un mix. Le cadre, il intervient assez rapidement, mais je pense au plan d'après, au plan d'avant tout le temps. C'est-à-dire que là, c'est le montage et comment arriver, s'il y a un moment d'émotion ou un gag, comment arriver jusqu'à ce gag de manière la plus logique possible, la plus efficace.
Donc c'est vraiment un mix de un peu tout ça. Donc un storyboard ne marche pas tout seul. Je déteste quand on montre un dessin de storyboard. Je déteste, c'est là où on voit les défauts du dessin. Ouais. Mais quand on enchaîne les dessins et qu'on on commence à comprendre la mise en scène, on oublie les défauts. On peut oublier les défauts du dessin, parce que j'en fais plein. Et c'est là qu'on s'attache à la mise en scène, parce que le cinéma, là, on fait du dessin figé pour après quelque chose qui va être en mouvement. Du coup, l'intérêt, c'est d'avoir quelque chose qui soit lisible en mouvement et qui donne l'impression du mouvement. Tu as un peu répondu à la question d'après, mais est-ce qu'un bon storyboard doit être beau ou être efficace? Efficace. Voilà, c'est ça. En fait, c'est une question que je pousse un peu plus loin parce qu'on a eu des réflexions dans l'enseignement du storyboard à l'école Méliès et il y a une discussion entre Christophe Villès qui enseigne le storyboard et Armel Gaume qui enseigne le dessin d'observation, la perspective, le modèle vivant, tout ça. Et on s'est dit, mais il va falloir vraiment leur apprendre à refaire, quoi. Voilà. C'était une des discussions qu'on a essayé de pousser. Mais si on leur apprend en amont à refaire, avant qu'on les mette sur du storyboard, à faire du schéma, de la composition, tout ça, mais pas faire un beau dessin, mais faire un dessin utile, efficace, je pense que c'était... Le croquis rapide, c'est vachement important. Voilà. Et c'est pas nous qui le disons. Et moi, je fais que du croquis rapide, c'est-à-dire que tous mes storyboards, c'est que du croquis rapide que je n'ai. Et ma petite technique, c'est que je dessine sur papier, c'est un croquis, il y a encore des traits de construction. Et ma partie ordinateur, c'est-à-dire que je nettoie un peu mes storyboards. C'est-à-dire que je rajoute du blanc, je nettoie des traits de construction, je fais déborder un peu, parce que j'aime bien quand ça déborde. Et voilà, donc du coup, c'est vraiment, je considère que je fais du croquis rapide. C'est un storyboard de quel film? Ça, c'est Balles perdues 2 sur Netflix. J'avais pas vu. D'accord. Okay. Oui, ça déborde. Voilà, ça déborde. Ça déborde. Et il y a des réalisateurs qui n'aiment pas que ça déborde, il y a des réalisateurs qui aiment bien que ça déborde, parce que un réalisateur en live, il peut avoir peur d'être bloqué par le storyboard. Donc le fait que ça déborde, ça lui donne cette liberté. Moi, c'est mon impression que j'ai, c'est que ça lui donne un peu cette liberté qui peut un peu bouger sa caméra comme il veut et qu'il n'est pas figé. Bon, je lui impose pas une image figée. Voilà, Plus généralement, quel est le rôle du storyboarder sur un film à effets spéciaux comparé à un drame ou à une comédie en fait? Est-ce qu'il y a une différence? Pour moi, il n'y en a pas. C'est le même objectif, puis c'est le même coût. C'est-à-dire que moi, pour dessiner, je fais un plan de comédie ou un plan à effets spéciaux, c'est le même prix pour les deux. Après, c'est au tournage qu'eux, ils vont se rendre compte qu'il y a un plan qui sera plus compliqué à tourner que l'autre, voilà, ou plus cher. Et il y a un genre sur lequel tu t'amuses plus, ou tu galères plus, ou tu... Ah oui, je galère avec les chevaux, je galère avec les... Oui, je galère avec plein de choses. Il y a plein de choses que je galère plus en termes de dessin. Les voitures, je galère avec les voitures. J'aime pas trop dessiner les voitures. Je fais plein de films avec Besson, de cascades, de poursuites. Mais quand la mise en scène arrive, je reprends du plaisir à dessiner les voitures. Mais si on me disait dessine que des voitures tout le temps, ça m'intéresserait pas. Et ce que j'aime aussi, c'est de pouvoir passer d'un genre à l'autre. Au début de ma carrière, ce qui était un peu compliqué, c'est que j'avais fait que des films pour enfants ou que des comédies. Et quand j'ai voulu passer la première production Besson, qui était un film avec Travolta, qui était un gros film d'action, dans mon book, j'avais pas de poursuite de voiture. Donc le réal était un peu, il n'était pas sûr que je correspondent à ce travail. Et c'est le directeur de production qui lui a dit, moi aussi, vas-y, tente, et puis on verra bien. Et du coup, ça s'est bien passé. Et du coup, j'ai pu faire après un autre film. Donc moi, j'avais peur d'être sectorisé au début. Et ce qui me plaît maintenant, c'est de pouvoir... maintenant, je cherche plutôt à faire quel genre j'ai pas fait et passer d'une comédie à un film de SF, un film d'auteur. Parce qu'un film d'auteur, il peut y avoir une petite séquence un peu compliquée à mettre en scène. Du coup, ça peut être intéressant aussi. Et c'est là que c'est intéressant, c'est de ne pas faire toujours le même genre de film. C'est ce qui m'intéresse. Ok. Peux-tu nous parler d'une scène ou d'une séquence que tu as abordée en fait, et qui a eu un impact fort sur la mise en scène finale du film? Est-ce que tu as un exemple là-dessus? Ouais, c'est un peu dur. C'est un peu dur, désolé. Ou commenter par exemple des... Ah bah ça c'est Emilia Pérez. Ouais, c'est Emilia Pérez. Je réfléchis. Il y en a sûrement plein, mais... Non, mais par exemple, sur un film qui s'appelle Ashura, il y avait une séquence avec une créature, avec des effets spéciaux. Il y avait une séquence un peu compliquée à mettre en scène, qui faisait intervenir une créature. Et j'ai juste proposé de ne pas montrer des choses à un réalisateur qui devait montrer la créature qui englobe, qui mange un enfant, un truc dans ce genre. Et je lui ai dit, ne le montre pas en fait, montre le point de vue des spectateurs.
et on comprendra encore plus, et le fait de ne pas le voir pourra donner une impression encore plus puissante que le fait de le voir. Voilà. Donc, des fois, c'est les non-dits qui, même en storyboard, voilà, ça m'a évité de faire des plans que j'adore faire, des plans de créatures, et finalement, je me suis retenu pour proposer une idée de mise en scène qui était plus importante que juste faire des beaux dessins. Voilà. Et dans ta façon de continuer à apprendre tout au long de ta vie, en fait, quand tu trouves que tu as des difficultés à faire des chevaux ou des voitures, tu continues à te faire du dessin d'observation comme tu faisais à l'école ou pas? Je fais beaucoup de modèles vivants. Il y avait un truc qui s'appelait Dr Sketchy. Oui, ils en font beaucoup moins maintenant, mais j'allais à toutes les séances parce que j'aimais bien, parce que c'est des séances de croquis qui sont entre le modèle de nu, que je trouve un peu, au bout d'un moment, un peu redondant. Du costume, je crois. Là, il y a du costume, de la mise en scène, et à partir du moment où il y a de la mise en scène, moi, ça me plaît. Donc, je prends du plaisir à dessiner. Et puis, donc oui, j'essaie de dessiner souvent, mais quand j'arrive pas à dessiner des chevaux, de toute façon, faut que j'y arrive. Du coup, à un moment, j'y arrive où je triche. Il y a une patte qui serait un peu moins bien faite, mais je vais rajouter du mouvement, puis ça passera dans le... Tu as aussi travaillé sur des séries comme Versailles ou Lupin. Est-ce que le travail de storyboarder pour une série est différent de celui du long métrage? Non, pas du tout. Avec l'apparition des plateformes comme Netflix, j'ai forcément fait un peu plus de séries. Mais en termes de mise en scène, c'est des réalisateurs de longs métrages qui sont appelés. C'est les mêmes méthodologies. Il y a plus de travail, donc des fois c'est moins de séquences ou c'est des séquences très compliquées. Mais pour moi, c'est exactement pareil. On va passer dans les collaborations maintenant. En fait, les collaborations avec les réalisateurs est essentielle dans ton métier. Peux-tu nous parler d'une relation de travail particulière, marquante, en fait? Mon deuxième film, ça s'appelait Les Enfants de Timpleback, et qui a été réalisé par un réalisateur qui s'appelle Nicolas Barry. Qui a vu Les Enfants? Vous l'avez peut-être vu enfant. Ah, il y en a quand même. Et en fait, sur ce film-là, le réalisateur avait fait un court-métrage qui s'appelait Before, qui était un extrait de son envie de faire ce long-métrage, qui lui a permis par la suite de faire ce long-métrage. Et quand il est passé au long-métrage, il a créé une petite team de dessinateurs. Le film n'avait pas encore le green light, du coup on a fait du concept art, des recherches décors. J'ai commencé et le film a le green light. Du coup, j'ai fait le storyboard du film. Donc, c'était une sorte de récompense de pouvoir travailler sur ce film-là, qui était très ambitieux pour un premier film, parce que c'était quand même un premier film et visuellement avec des enfants. Donc, c'était assez compliqué à faire. Du coup, là-dessus, je me suis beaucoup investi. De plus que l'entente avec le réalisateur, qui était un ami avant d'être mon collaborateur, ça a vachement aidé le fait de pouvoir travailler de manière un peu aisée sur ce film-là. Et puis j'ai suivi le film comme sur les Dalton et comme sur Valérian. J'ai suivi le film du début à la fin. Je suis allé sur le tournage. Du coup, j'ai fait de la recherche design, de costumes, le storyboard. Sur le plateau, je me suis retrouvé photographe de plateau. Après, j'ai fait la sortie du film, j'ai travaillé sur le marketing du film. Donc, j'ai vraiment suivi le film de A à Z jusqu'à assister au boom des enfants. Enfin, c'était vraiment une expérience avec le réalisateur qui est marquée à vie. Du coup, on a retravaillé ensemble et je pense qu'on travaille ensemble un peu plus tard. Ce rapport de confiance justement et de communication, cette communication obligatoire qu'il doit y avoir entre le réalisateur et le storyboarder, comment s'est fait la rencontre entre... Comment ça se passe en fait? Comment vous faites pour vous rencontrer, pour travailler ensemble? Est-ce que c'est tous les jours, toutes les semaines? Est-ce que c'est le soir, le matin? C'est du cas par cas. Ça peut être une fois par semaine, une fois tous les 2 jours. Ça peut être juste en visio, ça peut être juste par téléphone. Ça peut être juste des documents qu'on m'envoie. Donc c'est du cas par cas. Il y a des réalisateurs qui vont avoir besoin qu'on soit présent, on fasse des longues réunions de quelques heures, d'une matinée, d'une journée. Ça peut être un brief d'une demi-heure expédié, et à moi d'avoir compris ce que j'avais à faire. Donc ça change à chaque fois. Après, quand on a l'habitude de travailler avec un réalisateur, la communication va encore plus vite. Donc, voilà. Et c'est l'intérêt, c'est mon petit plus dans ce métier-là, c'est que j'arrive à comprendre assez facilement ce que les réalisateurs ont dans la tête. Donc, c'est ce que j'essaie de choper à chaque fois. Donc, j'essaie de comprendre et de le retranscrire de la meilleure manière.
Alors justement, est-ce que tu as déjà un jour dans ta vie fait un storyboard qui n'a pas servi du tout? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Oula. J'ai fait le Comment premier- t'as ressenti, comment t'as vécu Ah bah, c'est toujours très. Alors, il y a le premier film d'Hugo Gélin qui a fait plusieurs comédies. Et son premier film s'est arrêté, je crois, à 2 mois du tournage. Et on avait storyboardé tout le film. Il y avait un casting, un gros casting pour un film français. Je pense que lui a été beaucoup plus déçu que moi, parce que moi j'avais quand même été payé malgré tout. Même si je pense que pour un réalisateur c'est un couteau dans le cœur. Moi c'est triste, mais je m'en remets. J'ai aussi travaillé sur une adaptation de la vie de Paul Watson. Et là j'avais storyboardé. Alors là le film me tenait à cœur parce que c'était un long métrage. C'était un long métrage. Et pareil, ça s'est pas fait. Du coup, j'ai mes storyboards, je les regarde de temps en temps, parce que je pense que ça aurait fait un très très bon film, qui aurait coûté très cher. Et le film n'a pas été greenlighté parce qu'ils ont perdu un acteur sur le. Ok. Et alors, un storyboarder qui passe à la réalisation, ça donne quoi? Parce qu'en 2014, tu as réalisé Eve, un court-métrage de science-fiction en 3D relief, en stéréoscopie. Comment ton métier de storyboarder a-t-il influencé ton travail de réalisateur? Disons que j'ai écrit. Alors c'était un petit défi que je me suis lancé de comprendre et de toute la chaîne de fabrication d'un film. Donc j'avais eu cette idée et je l'ai écrite en même temps que je l'ai storyboardée du coup. Donc c'est la manière dont je l'ai écrite était autant visuelle que littéraire. Et d'ailleurs c'est un film sans dialogue. Et le relief s'est imposé comme une nouvelle envie de trouver une autre manière de raconter une histoire, de trouver quelque chose. Et pareil, j'ai découvert aussi un autre mode de mise en scène qui amène de nouvelles choses si c'est bien fait. Donc là, du coup, sur ton storyboard, les images jaillissantes, voilà, t'en as fait? J'en ai fait. T'as storyboardé ton film entier avant de le réaliser? Oui. Oui. D'accord. Est-ce que tu as aujourd'hui d'autres envies et projets en réalisation? Ça commence à me revenir, mais pour le moment, non. En fait, voilà, la réalisation, c'est très bien. J'adore mon métier. Mais c'est ce que j'ai vécu sur mon court-métrage, qui est un petit film de 7 minutes que j'ai dû mettre 4 ans à faire. Ouais. Donc c'est quand même un très gros investissement. J'ai adoré le tournage, mais la gestion du stress d'un tournage, de la relation avec l'argent, de la relation avec les autres, c'est une autre histoire. C'est-à-dire qu'il y a des réalisateurs qui sont des battants, qui vont au combat. Et moi, je ne sais pas si j'ai envie de lâcher tout, parce que aussi c'est ça, c'est quand on devient réalisateur, c'est toujours dur après de se revendre en tant que storyboarder. Et moi, j'ai toujours voulu garder cette chose-là parce que j'aime ça. Et du coup, j'aime la mise en scène, mais j'ai l'impression que j'en fais déjà. Et est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Je pense que si on me proposait des choses en mise en scène, je pourrais y aller, mais le fait de moi y aller et casser des portes, j'ai moins cette envie-là. Voilà. C'est pas ce que tu as envie de faire, quoi. Voilà. De casser les portes, je veux dire. Voilà. De réaliser peut-être, mais... Alors, si aujourd'hui tu avais des conseils à donner à des futurs jeunes storyboarders, ça serait quoi en fait? Alors, est-ce que tu as envie de partager déjà? Non, oui. Après, je ne sais pas ce que je peux partager, mais déjà, le dessin, c'est la base. Regarder des films. Et après aussi, c'est un métier, en tout cas la prise de réel, c'est un métier qui est fait de chance aussi. C'est des rencontres au bon moment, c'est des... quand j'ai eu envie de travailler avec quelqu'un, j'ai pas hésité, même si ça s'est jamais fait, à essayer de les contacter. À oser, quoi. Oser. Garder sa curiosité d'enfant. Ouais. Oui, ça, je pense, c'est quelque chose. Et à chaque film, moi, j'ai l'impression d'être un débutant. C'est-à-dire que quand je reviens, je suis jamais. À chaque fois que je rencontre un réalisateur, j'ai beau être plus âgé que lui, de plus en plus, j'ai toujours l'impression d'être le jeune storyboarder qui a commencé à ses débuts, et je repars à zéro à chaque fois. Pour moi, c'est toujours un défi, parce que c'est toujours une nouvelle mise en scène, et je rentre toujours dans la tête d'un nouveau réalisateur. Et voilà, donc c'est ce qui fait, c'est toujours changeant et nouveau pour moi. Et voilà, après, je sais pas ce que les conseils, je sais pas trop. Mais peut-être qu'en leur demandant de poser des questions, peut-être qu'il y a des choses qui vont naître. Alors justement, on va passer à la traditionnelle question du public. Est-ce que quelqu'un peut passer le micro, que je puisse rester avec Eric, comme Ersan est aux commandes? Voilà, merci Bastien, super. On voit tout de suite les anciens élèves qui sont dynamiques. Alors, qui veut poser une question à Eric?
là-haut. Hop. Du coup, j'avais vu que tu avais travaillé sur Just Hunt. Est-ce que tu as eu beaucoup d'opportunités de travailler sur des jeux vidéo? Parce que c'est assez original pour du storyboard, je trouve. Ouais, c'est pas assez courant. Un de mes premiers stages, c'était dans une boîte qui s'appelait qui s'appelait Cryo à l'époque, qui n'existe plus. Où j'avais fait un stage en storyboard, et à l'époque, il y en avait très peu. Et encore aujourd'hui, sur Dontnod, je suis arrivé sur le projet grâce à un réalisateur avec qui j'ai travaillé sur un long métrage et qui s'occupait des cinématiques du jeu. Et au départ, s'ils n'avaient pas eu à embaucher un storyboarder, ils ne l'auraient pas fait. C'est vraiment le metteur en scène qui m'a amené sur le projet. Et du coup, ils m'ont rappelé après, par la suite, sur 2-3 autres jeux dans cette boîte-là. J'ai jamais travaillé sur d'autres jeux, d'autres productions, mais sur Dontnod, depuis 5-6 ans, j'ai fait 3-4 jeux avec eux, principalement sur les cinématiques et aussi les nœuds de narration qui permettent de repasser du mode joueur aux cinématiques. Et c'est vachement, et on faisait de la proposition de mise en scène, et on essayait d'amener de la mise en scène dans le jeu. Une autre question? Merci pour ta question. Juste au-dessus de toi. Voilà. Voilà, j'aime bien poser cette question, c'est savoir, est-ce que tu as des artistes qui t'inspirent beaucoup plus que d'autres, et c'est quoi tes références principales? Pas forcément que pour le storyboard, en général. Tu veux dire son musée imaginaire alors? Ouais, Il y en a plein. Je vais rentrer dans ton intimité. Je vais citer en storyboarder français, il y a eu Maxime Rébière, j'avais été marqué par ses storyboards de La Reine Margot de Patrice Chéreau, qui sont des œuvres d'art. Après, il y a Glen Keane, que vous connaissez, je pense. Oui, ils l'ont vu l'année dernière, Voilà, pour ceux La qui étaient là. Chance, qui, pareil, moi, il me fait saigner des yeux. Et c'est surtout l'art du croquis encore. C'est-à-dire qu'avec 3 traits, il impose un personnage, une mise en scène. Les storyboards de Pocahontas, enfin, c'est con, mais ils sont fous. Sinon, il y a Joe Johnston, le storyboarder des Star Wars. Et après, là, ça vous fait de la ref. Hein. J'espère que vous avez tout noté parce qu'il faut les potasser là, maintenant. Et après, il y en a plein d'autres. Après, il y a beaucoup d'animateurs en animation. Il y a des Richard Williams, des films comme Roger Rabbit, non? Non, oui, Roger Rabbit, bien sûr, mais Le voleur et le cordonnier. Voleur et cordonnier. The Thief and the Cobbler, si vous n'avez pas vu ce film, qui est un film non fini. Beaucoup d'animateurs, les animateurs de chez Disney, les grands sages. Voilà. Les Nine of Men. Voilà, je crois que Rudy. Ouais, t'en as une là, voilà. Il y en a d'autres qui ont levé la main là aussi? J'ai pas vu? Non? C'est bon? Bonjour. Bonjour. Bonjour et merci. C'est une question qu'on s'est posée entre collègues quand on était sur Emilia Pérez. C'est un genre très particulier, c'est de la comédie musicale. Et on s'est toujours dit, comment on storyboard une comédie musicale? Ça va être un exercice très particulier. Les poses clés, les cadres, ils sont drivés par la chorégraphie, très souvent, voire par la musique. C'est peut-être même pas la musique finale, que tu n'as aucune idée de la musique finale, voire même c'est drivé à la fin énormément par le montage. Et on s'est vraiment posé cette question, comment est-ce qu'on procède quand on doit storyboarder une comédie musicale? Comment est-ce que toi tu as pu faire? Quelles infos tu avais à portée de main pour pouvoir faire ton travail? Alors, Emilia Pérez, c'est peut-être pas le bon exemple parce que j'ai travaillé sur la toute fin du film et j'avais quelques références musicales, mais pas grand-chose. Je me rappelle en avoir joué sur les jeux de lumière pour amener du rythme ou des choses comme ça, sur les phares des voitures, les talkie-walkie, des réponses dans le montage, mais j'avais pas quelque chose de très précis. Par contre, j'ai fait un film d'animation qui s'appelle Jacques et la mécanique du cœur, et pour le coup, sur ce film-là, j'avais toutes les musiques en avance, puisque l'auteur avait déjà créé, et il écrivait la musique, il enregistrait en même temps qu'on faisait le storyboard. Du coup, là, j'avais vraiment, à l'image près, la musique du film. Du coup, là, je pouvais faire quelque chose de beaucoup plus précis à l'image. Mais c'est un peu comme quand on a une bande-son en animation, on peut déjà avoir les voix des personnages avant d'animer, du coup ça peut aider. Mais c'est un peu la même chose en code musical, c'est-à-dire qu'on a déjà un rythme, le rythme de la musique amène déjà une certaine mise en scène.
Mais c'est vrai que sur Emilia Pérez, moins précisément, je me rappelle avoir proposé des notes qui pourraient être des notes de musique. Je me rappelle quand ils chargent les armes, enfin des choses comme ça, mais je me rappelle même plus si j'avais le morceau, si j'avais une musique. Oui, voilà, on est curieux de ça. En Ouais. fait, très souvent en anime ou même en compo, on a du son, mais c'est pas du tout le son final. Très souvent, c'est l'histoire de droit et la musique change complètement. Ouais, complètement. Des fois, on n'est même plus dans le même registre, le même genre. Et c'est pour ça qu'on se posait toutes ces questions. Merci encore. Merci. Il y a une autre question là, on a encore le temps, donc voilà. Juste là, de l'autre côté. Vous pouvez faire passer le micro là-bas. Bastien n'a pas envie de courir. J'ai peur que ce soit un petit peu hors sujet, mais est-ce que le domaine de la bande dessinée, ça t'aurait intéressé? Parce que quand on voit tes dessins, ça donne envie de les avoir dans un bouquin, sur papier, et de les feuilleter, en fait. C'est gentil, mais j'ai pas la patience pour... Alors, je me suis souvent posé la question, j'ai commencé à faire des choses, mais j'aime bien le croquis, et justement, j'aime bien... Je suis pas dans le dessin, c'est pour ça que je fais pas du concept art aussi, c'est que et à un moment je m'embête quand je suis sur un dessin, et à un moment j'ai envie de passer à autre chose, et souvent je fais des dessins qui sont pas vraiment finis non plus, et du coup la BD, on propose quelque chose qui est défini, qui est ancré, et ça me fait peur. Ouais, mais tu peux être le storyboarder scénariste. Et puis passer la main à des lookies, par exemple. Je suis d'accord, mais il y en a déjà des grands qui font ça. Ouais. Mais ouais, j'ai peur de m'embêter à essayer de rentrer dans le dessin. Mais en même temps, c'est de la narration aussi. Du coup, il y a forcément un lien. Mais moi, j'aime bien le storyboard de films parce que j'aime le cinéma aussi, je pense. J'ai envie qu'après, mes dessins ils bougent. J'ai l'impression d'avoir servi à quelque chose et de faire partie du cinéma, qu'il y a un truc. Mais peut-être un jour, je sais pas, je deviendrai un peu plus. Avec l'âge. Reste-t-il les questions? Eh bien là-haut, là-haut. On va prendre la dernière question. Moi qu'il y en ait vraiment un qui veut poser des questions. C'est bizarre, il y en a qui sont calmes en ce moment, là, qui d'habitude posent toujours des questions. Là, Ah, si. Alors, je voulais te poser, est-ce que tu peux me parler du rythme de travail et de la différence, s'il y en a une, entre les grosses productions que tu as pu faire et les plus petites? Alors, souvent, les plus petites, il y a moins de temps. Il y a moins de temps pour storyboarder, mais on storyboard moins de choses aussi. Et en termes, moi, de timing, c'est le même. C'est-à-dire que moi, à force de travailler, à force de faire des films, je sais que je peux faire beaucoup de dessins par jour, mais dans ma tête, je me suis arrêté à un nombre de dessins qui correspond presque à un nombre de dessins qu'on peut tourner dans une journée. En fait, au final, ça ressemble un peu à ça. C'est une trentaine de plans. Je pourrais en faire beaucoup plus, mais je me suis rendu compte que plus sur ma vie de tous les jours et sur mon physique, ça pouvait devenir compliqué sur des jours et des jours, à dessiner. Donc j'ai trouvé ma moyenne qui est une moyenne qui plaît autant aux clients en tout cas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je rends mes storyboards en temps et en heure et assez rapidement, tout le monde est d'accord, tout le monde est content. Du coup, je me suis mis une sorte de petit barème de nombre de dessins par jour. Et sinon, je pourrais faire 100 dessins par jour, mais ça ne serait pas raisonnable pour moi. Et voilà. Je pense qu'on peut applaudir Eric, le remercier grandement d'avoir partagé avec nous tout ton travail et ton expérience. Merci beaucoup.